Bonjour à tous les passionnés de géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence économique avec un invité prestigieux, Olivier de Maison Rouge. Alors, quand j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, j'ai vu donc un homme très très actif entre comment des activités d'avocat, des livres régulièrement, hein, quasiment tous les 18 mois, et puis je crois que vous allez nous dire qu'il y en a un qui va donc sortir donc très très bientôt, et puis également une autre activité donc comment sur Twitter. Je vais dire, je suis quasiment jaloux puisque vous devez tweeter plus que moi donc sur la géopolitique. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté donc cet entretien. Bonjour, je vous remercie. Alors, je vais dire, nous allons parler d'intelligence économique ou de droit de l'intelligence économique, peut-être caractériser un petit peu ces deux notions et dire ce que ça recouvre pour les entreprises. Alors, l'intelligence économique est maintenant un des vieux fondamentaux, un des piliers de la stratégie des entreprises, encore que ça n'a pas forcément pénétré tout le tissu entrepreneurial autant que l'on aurait pu le souhaiter. Mais l'intelligence économique, comme je l'ai dit, se situe d'abord au niveau stratégique, il faut toujours l'avoir en tête. C'est un outil d'aide à la décision pour réduire l'incertitude, et repose sur trois piliers en général qu'on a l'habitude d'évoquer, à savoir la veille, c'est-à-dire l'acquisition de l'information. On parle d'information pertinente. Certains parleront davantage peut-être de renseignements économiques, mais ça peut être de nature commerciale, fiscale, financière, et j'en passe. C'est-à-dire ni plus ni moins se soucier de son environnement économique. Voilà, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de protéger ses propres informations, mais également ses savoir-faire. Nous sommes dans un monde de prédation économique, d'ingérence, de déstabilisation, voire même de désinformation. Et donc, l'idée étant de pouvoir préserver ce capital immatériel, ce capital intellectuel qui constitue l'avantage concurrentiel de nos entreprises. Et enfin, in fine, donc, ce troisième pilier, c'est aussi la part d'influence, c'est-à-dire comment peser sur son environnement économique et être en mesure d'influer sur les décisions qui vont affecter notamment le maillage ou le tissu économique des entreprises. Donc, ce sont trois piliers qui ne doivent pas être pris indépendamment l'un de l'autre, mais c'est bien un ensemble qui constitue vraiment cet art, ce savoir-faire, qui est l'intelligence économique, et qui doit être au cœur véritablement de toutes les décisions des entreprises, voire des grands acteurs, des fleurons, parce que l'intelligence économique se situe à toute échelle, que ce soit au niveau de la TPE, de la PME, que des entreprises de taille intermédiaire, et plus encore des fleurons industriels. Pour revenir On à voit votre... souvent, pardon, je me permets de vous couper, on entend souvent également, quand on parle d'intelligence économique, le terme de guerre économique. Donc, est-ce qu'ils sont associés ou est-ce que ce sont deux notions radicalement différentes? Alors, j'allais dire, ce sont les deux faces d'une même pièce. En réalité, l'intelligence économique est une réponse à la guerre économique. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans des conflits de plus en plus hybrides qui font tour à tour appel à des notions de guerre létale. Évidemment, malheureusement, on le vit encore sur notre territoire, mais ça peut être aussi des guerres commerciales, des guerres fiscales, enfin, de toute nature qui permettent de jouer sur notamment les flux de marchandises, les flux de capitaux et les rapports de puissance en général. Et de fait, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'intelligence économique pour répondre justement à ce côté hybride de ces conflits de toute autre nature. Donc l'intelligence économique est destinée justement à assurer une sécurité économique dans ce contexte de conflit, de guerre économique. Alors, si le terme de guerre économique doit heurter quelques âmes sensibles, pardonnez-moi, eh bien, nous parlerons simplement de rapport de force, de rapport de puissance, mais ça reste une réalité, y compris dans le monde économique. Il ne faut jamais l'oublier. Et derrière la notion de droit de l'intelligence économique? Eh bien, le droit, j'allais y venir, merci Jean-François. Le droit, revenons à l'essence même des choses, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des règles qui régissent les rapports des individus entre eux ou des individus et d'États. Ça, c'est la définition de base. La loi, dans tout cela, a une portée, une vocation générale et absolue. Mais l'on s'aperçoit que les conflits de normes
Et l'instrumentalisation du droit n'est pas étranger non plus à ces conflits hybrides. D'ailleurs, ça fait maintenant à peu près une quinzaine d'années que j'exerce, vous l'avez rappelé, en qualité d'avocat depuis 20 ans, mais depuis une quinzaine d'années avec un tropisme précisément sur cette instrumentalisation de droit, cette manipulation des règles et des normes. Et de fait, c'est dans ce cadre-là que le droit est un enjeu, un vecteur de puissance, mais également une arme de cette guerre économique. On l'a vu notamment avec des affaires ô combien symboliques qu'ont été BNP Paribas, Alstom et j'en passe d'autres. C'est Total, c'est Technip, c'est Siemens, autant d'entreprises qui ont été frappées par des sanctions économiques sur des bases juridiques plus ou moins qualifiées, plus ou moins contestables, mais qui ont servi à affaiblir des adversaires économiques au bénéfice de la puissance américaine en l'occurrence, mais demain ça peut être aussi bien une puissance chinoise. Le droit est véritablement un des éléments vraiment fondateurs, structurants, on va dire, de ces rapports économiques et de ces rapports parfois asymétriques. Donc c'est un élément à prendre en considération ô combien essentiel dans cette conflictualité. D'accord. Derrière, je suppose que vous faites référence à l'extraterritorialité américaine. Absolument, c'est bien ça. Aujourd'hui, on voit combien les enjeux sont internationaux, dépassent le cadre national, pour dire les choses comme elles sont, et dépassent les simples frontières administratives que sont celles des États. Et de la même manière, depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, on y reviendra peut-être dans notre discussion, mais on voit que nous sommes un peu à tourner en rond, où le monde bipolaire qui s'était effacé à la fin des années 90 revient en force aujourd'hui, et où on a un droit international qui est de plus en plus en panne, où finalement prime peut-être la loi du plus fort. Et l'extraterritorialité n'est que l'expression de la loi du plus fort. Autrement dit, c'est permettre à une puissance, économique en l'occurrence, de pouvoir asseoir et, on va dire, s'affirmer en tant que puissance émettrice du droit au-delà de ses frontières. Et ce qui me heurte dans ces questions-là, c'est qu'on est véritablement sur un rapport dominant-dominé ou vassal-suzerain, puisque finalement cette puissance émettrice du droit, en l'occurrence, quand on fait référence à l'extraterritorialité du droit, on pense souvent au droit américain, mais pas que. Demain, ça peut être la Chine avec les nouvelles routes de la soie. Hein, le droit chinois est inscrit dans les contrats également de financement de ces infrastructures. Donc, ils sont aux aguets tout autant. Eh bien, en fait, ce qui me heurte violemment, c'est que cela, finalement, viole l'esprit démocratique des institutions, c'est-à-dire une loi, un pays, avec des institutions démocratiques qui régissent et élaborent la loi. Là, en l'occurrence, ce sont les lois d'un autre pays qui trouvent à s'appliquer à nos propres entreprises, indépendamment de leur présence territoriale. Voilà tout l'enjeu, toute la difficulté, c'est qu'on met véritablement en panne un droit international au bénéfice du droit du plus fort. L'Europe, entre les deux, est-ce qu'elle joue son rôle? Est-ce qu'elle a pris conscience de ces réalités? Elle a évolué en ce que, de plus en plus, l'Europe tente de s'attribuer des attributs d'une forme de, je dis bien d'une forme de souveraineté européenne. Alors, il n'existe pas de souveraineté européenne, puisque, de fait, ça n'est pas une nation, ça n'est pas un État, c'est davantage une superstructure. On ne sait pas, selon d'ailleurs, s'il s'agit bien d'une fédération, d'une confédération, enfin tout ça, c'est encore des choses qui ne sont pas clairement affirmées à ce jour. Mais le débat peut-être mériterait d'être éclairci. Mais l'Europe a conscience néanmoins d'être un terrain de jeu de cette compétition, entre guillemets, c'est-à-dire cette guerre économique, où les fleurons industriels européens ont été clairement désignés comme étant des victimes, ou en tout cas des cibles. Et de fait, suite notamment à l'épisode Trump, que je qualifierais d'épisode Trump, à savoir Donald Trump, président des États-Unis, il y a eu une volonté manifeste de vouloir protéger et sanctuariser davantage l'espace européen, et les entreprises européennes en particulier. En réalité, c'était davantage le fruit des leçons des affaires, notamment Siemens, Alstom, BNP Paribas et Total. Et donc, depuis, on a vu s'élaborer tout un cadre juridique, à savoir tout ce qui relève de la protection des investissements étrangers en Europe, des statuts de blocage, de sanctions économiques, notamment suite à la dénonciation des accords sur le nucléaire avec l'Iran par Donald Trump. Donc, on voit aujourd'hui un souci d'augmenter
on va dire, ce process de sécurité économique au niveau européen, quand bien même tout ça n'est encore qu'en voie d'élaboration. Hein. C'est un processus très long. Je rappelle qu'il faut trouver des intérêts convergents, c'est toute la difficulté de l'Europe. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises, en fait? Donc, elles sont obligées de prendre en compte dans leur stratégie tous ces éléments juridiques et soit de faire des choix de certaines zones plutôt que d'autres, ou alors d'avoir des unités qui soient totalement étanches. Ah bah, très clairement. Alors, tout à l'heure, nous rappelions que parmi les piliers de l'intelligence économique, il y a l'aspect de veille, et la veille, notamment réglementaire et normative, fait partie des éléments d'appréciation sur lesquels doivent se pencher les entreprises pour justement asseoir leurs intérêts économiques et leurs unités de décision. Donc, de fait, il s'agit de trouver la meilleure sécurité, la meilleure stabilité, même j'allais dire juridique, par rapport à tous ces méandres aujourd'hui de la politique internationale, sachant qu'il y a quand même un élément déterminant dans tout cela, c'est qu'on a peut-être connu des temps de protectionnisme. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est interconnecté, que ce soit évidemment via Internet, mais surtout économiquement et financièrement. Donc de fait, on ne peut pas penser pouvoir vivre en autarcie, c'est absolument impensable. Donc il faut, quoi qu'il en soit, toujours prendre en considération son environnement, les rapports qui sont liés, noués avec les voisins, les partenaires, les sous-traitants, les autorités locales. Donc tout ça entre en considération, bien évidemment, sachant que l'idée étant toujours de pouvoir tendre à une certaine forme d'autonomie stratégique, et quand je dis bien stratégique, c'est à un niveau élevé, et non pas seulement tactique, mais pour autant, il ne faut pas penser que l'on puisse avoir une indépendance absolue. C'est la raison pour laquelle il faut mettre en balance les éléments, les pour et les contre, j'allais dire, et les contraires. Cette intelligence économique dans l'entreprise, elle doit être attachée à qui? Directement à la direction générale, ou on peut avoir des directions de plus en plus spécialisées qui vont gérer ce type de réflexion? Alors là, je vais dire, c'est du ressort de l'entreprise. C'est à elle de voir quel est le positionnement qu'elle entend retenir. J'ai différents exemples en tête où effectivement on a des rattachements directs à la direction générale, voire à la stratégie, qui elle-même dépend de la direction générale. Moi, ça me paraît être le meilleur échelon. Mais certains, justement, n'ont que des services de veille, sans lier et être associé à l'idée de protection ou d'influence. Donc, comme je vous l'ai dit souvent, l'intelligence économique, c'est un tout, c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement regarder qu'un des piliers seulement. Donc, la difficulté, c'est dans l'organigramme, dans l'organisation de l'entreprise, d'être en mesure de déployer et d'embrasser ces trois piliers, et tout en les positionnant au niveau le plus élevé, suffisamment élevé du moins, pour permettre cette aide à la prise de décision. Alors, nous formons des managers, on espère de futurs dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit former nos étudiants à l'intelligence économique? Eh bien, écoutez, d'abord, l'intelligence économique ne s'enseigne pas en tant que telle. Alors, je sais que je peux heurter certains de mes camarades qui sont des grands tenants de l'intelligence économique, et moi-même, j'interviens dans des écoles d'intelligence économique, dans des formations. Mais disons que cela nécessite d'abord une grande curiosité, une appétence intellectuelle. Pourquoi? Parce que moi-même, bien qu'étant juriste, j'ai également une formation d'historien et de sciences politiques. Ce qui amène finalement à avoir élargi mon regard et la connaissance plus profonde des choses, de telle sorte que j'ai peut-être un profil un peu hybride au sein de ma profession, mais c'est ce qui m'amène aussi à avoir une lecture un peu plus transversale, et précisément l'art de l'intelligence économique, si je puis dire, ou l'art de la guerre économique, si on doit aussi le dire comme ça, c'est précisément d'avoir une lecture à 360 degrés et être en mesure de décloisonner. Aujourd'hui, selon l'expression consacrée, comme vous le savez, c'est qu'on réfléchit beaucoup trop en silo, voyez-vous. Et bien, pour autant, je pense qu'il faut être en mesure de croiser les informations, d'interpréter les choses, d'anticiper autant que faire se peut. Et cela, j'allais dire, bien évidemment, ça s'apprend, mais c'est aussi l'expérience, c'est véritablement cette acuité visuelle, intellectuelle qui est requise. Et voyez-vous,
je suis un grand partisan de former des juristes à l'intelligence économique. J'ai été récemment nommé directeur de session à l'École nationale de la magistrature pour cela, pour former des magistrats à l'intelligence économique, voyez-vous. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas relier ça, par exemple, aux matières de base, notamment juridiques pour les juristes. Ça veut dire qu'il faut en fait apporter une brique supplémentaire, c'est-à-dire un point de vue, une acuité, comme je vous le disais, sur des notions finalement au départ tout à fait fondamentales qui doivent préexister. Voilà. Donc c'est véritablement, à mon avis, le fruit à la fois d'une expérience, d'une richesse intellectuelle et surtout d'une habilité de culture du renseignement au sens large, pas forcément au sens renseignement d'État, mais de soif de connaissance qui va permettre d'être en mesure de restituer ensuite de l'information pertinente. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, cet aspect de culture générale, curiosité, d'expérience et de maturité, parce que c'est vrai que pour nous, pour des étudiants qui arrivent, tout ça fait un petit peu un langage un peu guerrier et un peu, alors, soit James Bond, soit un petit peu inquiétant. Et puis, c'est vrai que pour certains, quand ils ont fait des stages sur des entreprises sensibles du type Thales, Airbus, ils reviennent, ils sont totalement sensibilisés. Et puis, cette approche de transversalité, donc, parce que ça permet d'autres grilles de lecture. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les métiers de l'intelligence économique sont des métiers, j'allais dire stratégiques, oui, bien évidemment, mais stratégiques dans une évolution de carrière? Encore une fois, je pars, peut-être que je me trompe, mais du principe que c'est une couche supplémentaire, une brique supplémentaire, pour utiliser une expression qu'on sait utiliser. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, la carrière ne sera pas faite forcément que d'intelligence économique, si je puis dire, mais l'intelligence économique sera, on va dire, un supplément d'âme sur une carrière pour un directeur général, pour quel que soit, on va dire, le métier qui aura pu être choisi, même en matière de cybersécurité, même pour un directeur des systèmes d'information. C'est autant d'éléments qui, finalement, apportent un regard sans doute différent, beaucoup plus affûté, et c'est là où l'intelligence économique va permettre de démarquer. Je veux dire, c'est véritablement le supplément d'âme. Après, il n'en demeure pas moins qu'il existe aujourd'hui, au sein surtout de grandes entreprises, des départements d'intelligence économique. On peut tout à fait faire entièrement sa carrière dans ce qu'on appellerait uniquement de l'intelligence économique, ce qui est tout à fait honorable. Et les personnes qui œuvrent dans ce service ont tout à fait leur raison d'être au sein de l'entreprise, évidemment. Et pourquoi pas, peut-être, être directement rattaché précisément à la direction générale et évoluer au sein de la direction générale ou de la stratégie de l'entreprise. Je l'ai dit quand je vous ai présenté, vous êtes également un écrivain prolifique, hein, quasiment tous les 18 mois. Allez, on va dire quelle est un petit peu votre ligne éditoriale, et puis vous me confiez en disant que votre dernier livre s'inscrit dans une trilogie, peut-être nous en dire un petit peu plus. Alors, je vous remercie de me faire cette publicité, mais c'est toujours plus dur de se vendre soi-même. Oui, d'abord, j'ai le plaisir d'écrire. Ça a été aussi un peu ma déformation, puisque j'ai fait une thèse, donc étant docteur, c'est un exercice sur lequel on se prête. Et une fois qu'on a pris ce chemin de travers, si je puis dire, on a du mal à le quitter. Donc, j'aime beaucoup écrire. J'en ai la faculté. D'abord parce que j'enseigne. Donc ça m'oblige également à toujours un peu me remettre en question. Il y a cet effort de pédagogie qui m'anime dans mes travaux pédagogiques et éditoriaux, pardon. Et puis le fait aussi d'avoir des tribunes et d'être souvent sollicité pour écrire de ci, de là. Donc finalement, mes ouvrages sont le fruit finalement d'une pensée profonde qui suit une continuité. Alors pour vous en donner un peu le fil, c'est justement tout ce qui a trait à l'intelligence économique au sens large, mais voyez-vous, j'ai élargi mes horizons puisque j'ai traité tantôt du droit d'intelligence économique, qui était mon premier ouvrage, qui est un ouvrage de droit. Ensuite, ça a été le droit du renseignement, puisque la loi de 2005 a forgé les textes qui régissent le droit du renseignement en France. Et donc, je me suis appuyé sur ces sujets-là à l'époque. J'ai suivi de très près les travaux parlementaires. Et puis, j'ai écrit un ouvrage également sur les questions de cybersécurité. Parce que là, ça nous ramène justement au niveau de l'information, qui est quand même le matériau de base de l'intelligence économique. Mais l'information aujourd'hui est une donnée.
Et donc, de fait, on ne peut pas traiter l'information si on n'aborde pas l'angle cyber, qui est une des véritablement spécificités, une des évolutions, on va dire, en matière d'intelligence économique depuis sans doute une vingtaine d'années. Et la trilogie à laquelle vous faites référence, c'est évidemment une trilogie qui se clôt aujourd'hui par un dernier ouvrage qui sortira, qui sort en mars 2000, qui est sorti en mars 2022, à savoir Gagner la guerre économique, et qui avait commencé par Penser la guerre économique et Survivre à la guerre économique. Donc 3 ouvrages qui traitent de toutes les dimensions de la guerre économique. Le premier ouvrage est davantage un ouvrage, on va dire, théorique, fait de maximes de guerre, mais de guerre pas forcément au sens conventionnel armé, mais de stratégie. J'emploie tout à la fois Sun Tzu, Couto-Begari et d'autres penseurs qui se sont succédés au fil des âges et qui montrent que finalement, l'art de la guerre est dans la nature profonde de l'homme. Malheureusement, on ne va pas s'en réjouir, mais c'est une réalité. Il y a des lois immuables, des lois ancestrales de la guerre, et cela vaut que ce soit pour des guerres armées comme pour des guerres de nature économique. Donc je montre voilà, finalement la permanence de ces règles, cette immuabilité, on va dire, des conflits qui opposent les hommes, et donc que j'ai chapitré ensuite. Survivre à la guerre économique se veut davantage un manuel de réponse aux actes d'ingérence, de prédation qui affectent le tissu économique, à savoir des attaques financières, des attaques cyber, des attaques en matière de normes juridiques, évidemment, puisque je suis un juriste, donc on n'en attend pas moins de moi. Et enfin, je clôt cette trilogie avec Gagner la guerre économique, vous y faisiez référence, qui se veut davantage une réponse programmatique, un peu plus profonde sur les systèmes économiques, sur les questions justement de comment pouvoir préserver l'autonomie stratégique dans un monde justement interconnectés, avec malgré tout des turbulences internationales que nous vivons. Et de fait, gagner la guerre économique est une forme d'acte un plaidoyer, on va dire, pour la souveraineté économique, qui est, à mon sens, la meilleure réponse en matière géoéconomique à ce jour, avec toutes les incidences juridiques, fiscales. Voilà. C'est donc davantage programmatique en ces temps d'élection également. Vous n'avez, comment, on l'a vu, vous êtes avocat, vous conseillez des entreprises. Vous n'avez jamais eu envie de sauter le pas et de faire de l'intelligence économique dans une entreprise? C'est très difficile d'être juge et partie, les conseillers ne sont pas les payeurs, vous savez bien, et donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Alors, les parcours aujourd'hui des avocats ou des juristes, justement, passent de plus en plus de l'entreprise au cabinet et inversement. D'ailleurs, je crois à cette profonde mutation de la profession en la matière. Non, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu jusqu'à présent véritablement cette tentation. En revanche, je n'ai jamais, fort de tous ces travaux, de toute cette réflexion, abandonné l'idée d'être sur un produit, entre guillemets, ou une approche beaucoup plus pragmatique encore. Je conseille effectivement des entreprises et l'idée serait peut-être de déployer un outil, à la fois une solution peut-être numérique, parce qu'aujourd'hui tout est numérique, un applicatif qui justement serait une réponse un peu à toutes ces préoccupations. J'y songe sérieusement. D'accord, le début de Géopotech, puisque on a des EdTech, des FinTech, des MedTech, etc. Donc peut-être le début des Géopotech. Bon, vous l'avez évoqué à différentes reprises, la situation, les guerres réjouissantes en ce moment avec le conflit en Ukraine. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'intelligence économique des entreprises ou cette guerre économique? Absolument, absolument. Nous assistons à un conflit depuis, comme on n'en avait pas connu depuis 20 ans sur le territoire européen. Et je dis bien 20 ans parce qu'il ne faut pas oublier la Serbie en 1999, où pour le coup les agresseurs n'étaient pas les mêmes, mais on était encore une fois face à ces deux blocs. Et ce que je vois et ce qui se traduit à travers ces événements très graves, c'est que ce qui pouvait être une puissance d'équilibre Europe, Russie, je ne parle pas de Vladimir Poutine, je parle de la Russie et du peuple russe, comme le faisait De Gaulle en son temps quand il parlait des Russes et non pas des Soviétiques. Eh bien, ça aurait pu être une puissance d'équilibre à égale distance face à un monde bipolaire qui se dessine, qui s'affirme depuis maintenant 30 ans, à savoir la Chine et les États-Unis. Je crains que cette fracture, ce fossé soit durable, on mettra au moins 20 ans à s'en renaître, enfin
s'en remettre, pardon, et à faire renaître une certaine confiance entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc on a une Europe qui va de nouveau être durablement fracturée et un terrain de jeu, un rapport de force à nouveau institué comme une nouvelle guerre froide. Donc finalement l'histoire bégaye, l'histoire se répète 30 ans plus tard. Les Américains se désengagent du Moyen-Orient, ils concentrent toutes leurs forces contre l'Est, c'est aujourd'hui la Russie, parce que la Russie agresse également, attention, je ne prends absolument pas parti dans le cadre de ce conflit. La Chine est présente derrière la Russie, et donc nous allons avoir à nouveau des blocs qui se constituent, qui vont se cristalliser, et qui vont être le marqueur des 20 prochaines années, où on aura sans doute deux mondes face à face, et l'Europe, finalement, c'est un aveu de faiblesse, je pense, n'aura pas su jouer la carte d'indépendance, de troisième voie, qui lui était pourtant attribuée et assignée, j'allais dire, dès sa fondation. Et c'est la grande erreur, parce que je pense que l'Europe, de ce fait, va se retrouver ni plus ni moins à être embarquée malgré elle ou sciemment, finalement dans le camp dit occidental, américain, mais qui n'était peut-être pas sa voie première. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui me la pose. Alors, quelle est la question que vous auriez aimé me poser ? Bien, vous-même qui donc êtes enseignant, un grand pédagogue, féru des questions de géopolitique, en quoi voyez-vous la géopolitique justement être une nécessité pour les entreprises? Parce que souvent, c'est une question qui n'est pas assez posée. Et les entreprises elles-mêmes ont-elles suffisamment la notion, on va dire, de ce besoin de connaissance de la géopolitique qui, longtemps et historiquement, avait été malheureusement mal interprété ou embrassé par quelques puissances obscures. Je pense aux Allemands et notamment à la période hitlérienne, alors qu'aujourd'hui, c'est justement un des fondamentaux, à mon sens. Donc, en quoi la géopolitique est aujourd'hui une donnée essentielle pour les entreprises? Alors, vous l'avez déjà un petit peu exprimé. Pour moi, c'est une compétence indispensable. C'est une compétence, c'est une sorte de culture générale du monde moderne. C'est la capacité de tout acteur de l'entreprise de définir sa propre grille d'analyse. Hein, vous l'avez cité en disant dans l'intelligence économique, on analyse son environnement. Voilà, la compétence géopolitique, c'est la capacité de définir sa propre grille d'analyse. Parce que la géopolitique d'une entreprise A n'est pas celle d'une entreprise B, même si elles sont sur les mêmes secteurs d'activité dans le même pays. Et donc, c'est cette capacité à comprendre tous les aspects de la géopolitique. Et je vous rejoins en disant, pour nous, on n'est pas dans une approche par silo en disant la géopolitique, ce n'est que de la géographie ou que de l'histoire, que de l'économie. C'est œcuménique, c'est de la géopolitique, de l'histoire, de l'anthropologie, de la linguistique, de l'économie, enfin différents éléments qui permettent à un manager ou un dirigeant de comprendre pour être capable de prendre la meilleure décision. Et dans les décisions qu'on voit en ce moment, il y a à la fois des décisions à très très court terme, et puis vous l'avez également fort bien dit en disant par rapport au conflit en Ukraine, sur les 20 ou 30 ans à venir, parce qu'il y a des engagements qui vont être importants, et donc le but du jeu est pas est d'essayer de prendre du recul et de se dire, oui, tout ce qui est en train de se passer aura un impact sur le fonctionnement ou la stratégie de mon entreprise, et j'ai besoin de cette clé de compréhension pour pouvoir décider. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important. C'est pas évident, et on l'a abordé un petit peu également en termes de formation, parce que il faut de l'expérimentation, il faut de l'expérience, il faut de la maturité, il faut de la curiosité, et puis surtout peut-être pas apprendre la géopolitique telle qu'on l'apprenait il y a 40 ans en disant on apprend les frontières sur le doigt à la couture du pantalon. Non, toutes les minutes, il y a des choses qui se passent. Hein, et là également, peut-être pour reprendre un exemple, pour rebondir sur un exemple que vous avez cité, j'ai peut-être aucune relation avec les États-Unis. L'extraterritorialité ou le Cloud Act américain, il a un impact, même si je n'ai pas l'impression que je suis concerné par par ça. Les sanctions également, je peux me retrouver dans le spectre de ces sanctions. À mon corps, enfin à l'insu de mon plein gré, pour reprendre une expression. Et donc, c'est cette capacité de clairvoyance.
Mais on se retrouve tout à fait comme quoi l'intelligence économique se nourrit de géopolitique et inversement. C'est ce qui fait la richesse de notre échange. Je vous en Voilà. Donc, remercie. et c'est ensuite dans l'entreprise, bah oui, cette capacité. Et puis, je pense qu'il y a besoin également que tous les acteurs de l'entreprise soient formés parce que ça leur permet de mieux comprendre des décisions d'entreprise. Bon, avec par contre, oui, des grandes entreprises, mais je crois que c'est comme dans l'intelligence économique, des grandes entreprises qui ont compris, qui ont les moyens de gérer ça. Euh, les startups peut-être un peu plus, notamment toutes celles qui évoluent dans la technologie, parce qu'elles sont confrontées à ça. Et par contre, toutes les PME qui sont entre les deux, bah, c'est là où comment il y a le plus de dangers et de risques pour elles, et il faut les former. Merci encore de cet échange. Bonne continuation. Alors, nous nous étions déjà rencontrés en 2016. J'espère qu'on n'attendra pas encore 6 ans pour rééchanger sur ce thème, mais merci et bonne continuation. Merci.